Chapitre 2. Vers les terres rouges. Les 9 planeurs volaient vers les terres rouges. Ils ne s'écartaient guère des 2 routes que, depuis son siècle, suivaient les motrices. Les ancêtres avaient construit de grands refuges en fer vierge avec résonateurs planétaires et de nombreux relais moins importants. Les 2 routes étaient bien entretenues, comme les motrices y passaient rarement et que leur eau était munie de fibres minérales très élastiques, comme par ailleurs les hommes des 2 oasis savaient encore se servir partiellement des énergies énormes qu'avaient captées leurs ascendants, l'entretien exigeait plus de surveillance que de travail. Les ferromagnétos ne s'y montraient guère et n'y faisaient que des dégâts insignifiants. Un piéton aurait pu y marcher une journée entière sans presque ressentir d'influence nocive, mais il n'aurait pas été prudent de faire des haltes trop longues, ni surtout de s'y endormir. Bien des malades y avaient perdu comme Elma tous leurs globules rouges et y étaient morts d'anémie. Les 9 ne couraient aucun péril. Chacun dirigeait un planeur léger qui, du reste, eût pu emporter 4 hommes. Alors même qu'un accident surviendrait aux 2 tiers des appareils, l'expédition ne serait pas compromise. Doués d'une élasticité presque parfaite, les planeurs étaient construits pour résister aux chocs les plus rudes et pour braver l'ouragan. Mano avait pris la tête. Targ et Arva sillaient presque de conserve. L'agitation du jeune homme ne cessait de s'accroître, et l'histoire des grandes catastrophes, fidèlement transmise de génération en génération, hantait sa mémoire. Depuis 500 siècles, les hommes n'occupaient plus sur la planète que des îlots dérisoires. L'ombre de la déchéance avait de loin précédé les catastrophes. À des époques fort anciennes, au 1er siècle de l'ère radioactive, on signale déjà la décroissance des eaux. Maint savants prédisent que l'humanité périra par la sécheresse. Mais quel effet ces prédictions pouvaient-elles produire sur des peuples qui voyaient des glaciers couvrir leurs montagnes, des rivières sans nombre arroser leurs sites, d'immenses mers battre leurs continents? Pourtant l'eau décroissait lentement, sûrement, absorbée par la terre et volatilisée dans le firmament. Puis vinrent les fortes catastrophes. On vit d'extraordinaires remaniements du sol. Parfois, des tremblements de terre en un seul jour détruisaient 10 ou 20 villes et des centaines de villages. De nouvelles chaînes de montagnes se formèrent, 2 fois plus hautes que les antiques massifs des Alpes, des Andes ou de l'Himalaya. L'eau tarissait de siècle en siècle. Ces énormes phénomènes s'aggravèrent encore. À la surface du Soleil, des métamorphoses se décelaient qui, d'après des lois mal élucidées, retentirent sur notre pauvre globe. Il y eut un lamentable enchaînement de catastrophes. D'une part, elles haussèrent les hautes montagnes jusqu'à 25 et 30 000 mètres. D'autre part, elles firent disparaître d'immenses quantités d'eau. On rapporte que, au début de ces révolutions sidérales, la population humaine avait atteint le chiffre de 23 milliards d'individus. Cette masse disposait d'énergie démesurée. Elle les tirait des protoatomes, comme nous le faisons encore, quoique imparfaitement nous-mêmes, et ne s'inquiétait guère de la fuite des eaux, tellement elle avait perfectionné les artifices de la culture et de la nutrition. Même, elle se flattait de vivre prochainement de produits organiques élaborés par les chimistes. Plusieurs fois, ce vieux rêve parut réalisé. Chaque fois d'étranges maladies ou des dégénérescences rapides décimèrent les groupes soumis aux expériences. Il fallut s'en tenir aux aliments qui nourrissaient l'homme depuis les premiers ancêtres. À la vérité, ces aliments subissaient de subtiles métamorphoses, tant du fait de l'élevage et de l'agriculture que du fait d'une manipulation savante. Des rations réduites suffisaient à l'entretien d'un homme,
et les organes digestifs avaient accusé, en moins de 100 siècles, une diminution notable, tandis que l'appareil respiratoire s'accroissait en raison directe de la raréfaction de l'atmosphère. Les dernières bêtes sauvages disparurent. Les animaux comestibles, par comparaison à leurs ascendants, étaient de véritables zoophytes, des masses ovoïdes et hideuses, aux membres transformés en moignons, aux mâchoires atrophiées par le gavage. Seules quelques espèces d'oiseaux échappèrent à la dégradation et prirent un merveilleux développement intellectuel. Leur douceur, leur beauté et leur charme croissaient d'âge en âge. Ils rendaient des services imprévus à cause de leur instinct plus délicat que celui de leur maître, et ces services étaient particulièrement appréciés dans les laboratoires. Les hommes de cette puissante époque connurent une existence inquiète. La poésie magnifique et mystérieuse était morte. Plus de vie sauvage, plus même ces immenses étendues presque libres, les bois, les landes, les marais, les steppes, les jachères de la période radioactive. Le suicide finissait par être la plus redoutable maladie de l'espèce. En 15 millénaires, la population terrestre descendit de 23 à 4 milliards d'âmes. Les mers réparties dans les abîmes n'occupaient plus que le quart de la surface. Les grands fleuves et les grands lacs avaient disparu. Les monts pullulaient, immenses et funèbres. Ainsi la planète sauvage reparaissait, mais nue. L'homme, cependant, luttait éperdument. Il s'était flatté, s'il ne pouvait vivre sans eau, de fabriquer celle dont il aurait besoin pour ses usages domestiques et agricoles. Mais les matériaux utiles devenaient rares, sinon à des profondeurs qui rendaient leur exploitation dérisoire. Il fallut se rabattre sur des procédés de conservation, sur des moyens ingénieux pour ménager l'écoulement et pour tirer le maximum d'effet du fluide nourricier. Les animaux domestiques périrent, incapables de s'habituer aux nouvelles conditions vitales. En vain tenta-t-on de refaire des espèces plus rustiques. Une dégradation de 100 fois millénaire avait tari l'énergie évolutive. Seuls les oiseaux et les plantes résistaient. Celles-ci reprirent quelques formes ancestrales. Ceux-là s'adaptèrent au milieu. Beaucoup redevenant sauvages, construisirent leurs aires à des hauteurs où l'homme pouvait d'autant moins les poursuivre que la raréfaction de l'air, quoique bien moindre, accompagnait celle de l'eau. Ils vécurent de déprédation et employèrent une ruse si raffinée qu'on ne put les empêcher de se maintenir. Quant à ceux qui demeuraient parmi nos ancêtres, leur sort fut d'abord épouvantable. On tenta de les avilir à l'état de bêtes comestibles, mais leur conscience était devenue trop lucide. Ils luttèrent affreusement pour échapper à leur sort. Il y eut des scènes aussi hideuses que ces épisodes des temps primitifs où l'homme mangeait l'homme, où des peuples entiers étaient réduits en servitude. L'horreur pénétra les âmes. Peu à peu, on cessa de brutaliser les compagnons de planète et de s'en repaître. D'ailleurs, les phénomènes sismiques continuaient à remanier les terres et à détruire les villes. Après 30 000 ans de lutte, nos ancêtres comprirent que le minéral, vaincu pendant des millions d'années par la plante et la bête, prenait une revanche définitive. Il y eut une période de désespoir qui ramena la population à 300 millions d'hommes, tandis que les mers se réduisaient au 10e de la surface terrestre. 3 ou 4 000 ans de répit firent renaître quelque optimisme. L'humanité entreprit de prodigieux travaux de préservation. La lutte contre les oiseaux cessa. On se borna à les mettre dans des conditions qui ne permettaient pas qu'ils se multipliassent. On tira d'eux de précieux services. Puis les catastrophes reprirent. Les terres habitables se rétrécirent encore. Et, il y a environ 30 000 ans, eurent lieu les remaniements suprêmes. L'humanité se trouva réduite à quelques territoires disséminés sur la terre, redevenus vastes et formidables comme aux premiers âges. En dehors des oasis, il devenait impossible de se procurer l'eau nécessaire à la vie. Depuis,
une accalmie relative s'est produite. Quoique l'eau que nous fournissent les puits creusés dont l'abîme est encore décru, que la population se soit réduite d'un tiers, que 2 oasis aient dû être abandonnées, l'humanité se maintient. Sans doute se maintiendra-t-elle pendant 50 ou 100 000 ans encore. Son industrie a immensément décru. Des énergies qu'utilisait notre espèce en sa force, l'homme des oasis ne peut plus employer qu'une faible partie. Les appareils de communication et les appareils de travail sont devenus moins complexes. Depuis bien des millénaires, il a fallu renoncer aux spiraloïdes qui transportaient les ancêtres à travers l'étendue avec une vitesse 10 fois plus grande que celle de nos planeurs. L'homme vit dans un état de résignation douce, triste et très passive. L'esprit de création s'est éteint. Il ne se réveille par atavisme que dans quelques individus. De sélection en sélection, la race a acquis un esprit d'obéissance automatique et par là parfaite aux lois désormais immuables. La passion est rare, le crime nul. Une sorte de religion est née sans culte, sans rite, la crainte et le respect du minéral. Les derniers hommes attribuent à la planète une volonté lente et irrésistible. D'abord favorable au règne qui naissent d'elle, la Terre leur laisse prendre une grande puissance. L'heure mystérieuse où elle les condamne est aussi celle où elle favorise des règnes nouveaux. Actuellement, ces énergies obscures favorisent le règne ferromagnétique. On ne peut pas dire que les ferromagnétos aient participé à notre destruction. Tout au plus ont-ils aidé à l'anéantissement fatal, après tout, des oiseaux sauvages. Encore que leur apparition remonte à une époque lointaine, les nouveaux êtres ont peu évolué. Leurs mouvements sont d'une surprenante lenteur. Les plus agiles ne peuvent parcourir un décamètre par heure, et les enceintes de fer vierge des oasis, plaquées de bismuth, sont pour eux un obstacle infranchissable. Il leur faudrait, pour nous nuire immédiatement, faire un saut évolutif sans rapport avec leur développement antérieur. On commença à percevoir l'existence du règne ferromagnétique au déclin de l'âge radioactif. C'étaient de bizarres taches violettes sur les fers humains, c'est-à-dire sur les fers et les composés des fers qui ont été modifiés par l'usage industriel. Le phénomène n'apparut que sur des produits qui avaient maintes fois resservi. Jamais l'on ne découvrit de taches ferromagnétiques sur des fers sauvages. Le nouveau règne n'a donc pu naître que grâce au milieu humain. Ce fait capital a beaucoup préoccupé nos aïeux. Peut-être fûmes-nous dans une situation analogue vis-à-vis d'une vie antérieure qui, à son déclin, permit l'éclosion de la vie protoplasmique. Quoi qu'il en soit, l'humanité a constaté de bonne heure l'existence des ferromagnétos. Lorsque les savants eurent décrit leurs manifestations rudimentaires, on ne douta pas que ce fussent des êtres organisés. Leur composition est singulière. Elle n'admet qu'une seule substance, le fer. Si d'autres corps en quantité très petite s'y trouvent parfois mêlés, c'est en tant qu'impuretés, nuisibles au développement ferromagnétique. L'organisme s'en débarrasse, à moins qu'il ne soit très affaibli ou atteint de quelque maladie mystérieuse. La structure du fer à l'état vivant est fort variée: fer fibreux, fer granulé, fer mou, fer dur, etc. L'ensemble est plastique et ne comporte aucun liquide. Mais ce qui caractérise surtout les nouveaux organismes, c'est une extrême complication et une instabilité continuelle de l'état magnétique. Cette instabilité et cette complication sont telles que les chercheurs les plus opiniâtres ont dû renoncer à y appliquer non pas même des lois, mais seulement des règles approximatives. C'est vraisemblablement là qu'il faut voir la manifestation dominante de la vie ferromagnétique. Lorsqu'une conscience supérieure se décèlera dans le nouveau règne, je pense qu'elle reflètera surtout cet étrange phénomène, ou plutôt qu'elle en sera l'épanouissement. En attendant, si la conscience des ferromagnétos existe, elle est encore élémentaire,
Ils sont à la période où le soin de la multiplication domine tout. Néanmoins, ils ont déjà subi quelques transformations importantes. Les écrivains de l'âge radioactif nous font voir chaque individu composé de 3 groupes, avec tendance marquée dans chaque groupe à la forme hélicoïde. Ils ne peuvent à cette époque parcourir plus de 5 ou 6 cm par 24 heures. Lorsqu'on déforme leurs agglomérations, ils mettent plusieurs semaines à les reformer. Actuellement, comme on l'a dit, ils arrivent à franchir 2 mètres par heure. De plus, ils comportent des agglomérations de 3, 5, 7 et même 9 groupes, la forme des groupes revêtant une grande variété. Un groupe composé d'un nombre considérable de corpuscules ferromagnétiques ne peut subsister solitaire. Il faut qu'il soit complété par 2, par 4, 6 ou 8 autres groupes. Une série de groupes comporte évidemment des séries énergétiques, sans qu'on puisse dire de quelle façon. À partir de l'agglomération par 7, le ferromagnétal dépérit si l'on supprime un des groupes. En revanche, une série ternaire peut se reformer à l'aide d'un seul groupe et une série quinquennaire à l'aide de 3 groupes. La reconstitution d'une série mutilée ressemble beaucoup à la genèse des ferromagnétaux. Cette genèse garde pour l'homme un caractère profondément énigmatique. Elle s'opère à distance. Lorsqu'un ferromagnétal prend naissance, on constate invariablement la présence de plusieurs autres ferromagnétaux. Selon les espèces, la formation d'un individu prend de 6 heures à 10 jours. Elle semble exclusivement due à des phénomènes d'induction. La reconstitution d'un ferromagnétal lésé s'opère à l'aide de procédés analogues. Actuellement, la présence des ferromagnétaux est à peu près inoffensive. Il en serait sans doute différemment si l'humanité s'étendait. En même temps qu'ils songeaient à combattre les ferromagnétaux, nos ancêtres cherchèrent quelques méthodes pour faire tourner leur activité à l'avantage de notre espèce. Rien ne semblait s'opposer, par exemple, à ce que la substance des ferromagnétaux servît aux usages industriels. Si l'on était ainsi, il suffirait de protéger les machines, ce qui paraît jadis avoir été réalisé sans trop de frais, d'une manière analogue à celle dont nous préservons nos oasis. Cette solution, en apparence élégante, a été tentée. Les annales anciennes rapportent qu'elle échoua. Le fer transformé par la vie nouvelle se montre réfractaire à tout usage humain. Sa structure et son magnétisme si variés en font une substance qui ne se prête à aucune combinaison ni à aucun travail orienté. Sans doute, cette structure semble s'uniformiser et le magnétisme disparaître aux approches de la température de fusion et à fortiori lors de la fusion même. Mais lorsqu'on laisse le métal se refroidir, les propriétés nuisibles reparaissent. En outre, l'homme ne peut séjourner longtemps dans les contrées ferromagnétiques de quelque importance. En peu d'heures, il s'anémie. Après un jour et une nuit, il se trouve dans un état d'extrême faiblesse. Il ne tarde pas à s'évanouir. S'il n'est pas secouru, il succombe. On n'ignore pas la raison immédiate de ces faits. Le voisinage des ferromagnétaux tend à nous enlever nos globules rouges. Ces globules, presque réduits à l'état d'hémoglobine pure, s'accumulent à la surface de l'épiderme et sont ensuite attirés vers les ferromagnétaux qui les décomposent et semblent se les assimiler. Diverses causes peuvent contrebalancer ou retarder le phénomène. Il suffit de marcher pour n'avoir rien à craindre. À plus forte raison, suffit-il de circuler en motrice. Si l'on se vêt d'un tissu en fibre de bismuth, on peut braver l'influence ennemie pendant 2 jours au moins. Elle s'affaiblit si l'on se couche la tête au nord. Elle s'atténue spontanément lorsque le soleil est près du méridien. Bien entendu, lorsque le nombre des ferromagnétaux décroît, le phénomène est de moins en moins intense. Un moment vient où il s'annule, car l'organisme humain ne se laisse pas faire sans résistance. Enfin, l'action ferromagnétique diminue d'abord selon la courbe des distances et devient insensible à plus de 10 mètres.
on conçoit que la disparition des ferromagnétos parut nécessaire à nos ancêtres. Ils entreprirent la lutte avec méthode. À l'époque où débutèrent les grandes catastrophes, cette lutte exigea de lourds sacrifices. Une sélection s'était opérée parmi les ferromagnétos. Il fallait user d'énergies immenses pour réfréner leur pullulation. Les remaniements planétaires qui suivirent donnèrent l'avantage au nouveau règne. Par compensation, sa présence devenait moins inquiétante, car la quantité de métal nécessaire à l'industrie décroissait périodiquement, et les désordres sismiques faisaient affleurer, en grande masse, des minerais de fer natifs, intangibles aux envahisseurs. Aussi, la lutte contre ceux-ci se ralentit-elle au point de devenir négligeable. Qu'importe le péril organique au prix de l'immense péril sidéral. Présentement, les ferromagnétos ne nous inquiètent guère. Avec nos enceintes d'hématite rouge, de limonite ou de fer spatique revêtus de bismuth, nous nous croyons inexpugnables. Mais si quelque révolution improbable ramenait l'eau près de la surface, le nouveau règne opposerait des obstacles incalculables au développement humain, du moins à un développement de quelque envergure. Targ jeta un regard sur la plaine. Partout il apercevait la teinte violette et les formes sinusoïdales particulières aux agglomérats ferromagnétiques. « Oui, murmura-t-il, si l'humanité reprenait quelque envergure, il faudrait recommencer le travail des ancêtres. Il faudrait détruire l'ennemi ou l'utiliser. Je crains que sa destruction ne soit impossible. Un nouveau règne doit porter en soi des éléments de succès qui défient les prévisions et les énergies d'un règne vieilli. Au rebours, pourquoi ne trouverait-on pas une méthode qui permettrait aux deux règnes de coexister, de s'entraider même? Oui, pourquoi pas? Puisque le monde ferromagnétique tire son origine de notre industrie, n'y a-t-il pas là l'indice d'une compatibilité profonde? Puis, portant ses yeux vers les grands pics de l'Occident, hélas, mes rêves sont ridicules. Et pourtant, ne m'aide-t-il pas à vivre? Ne me donne-t-il pas un peu de ce jeune bonheur qui a fui pour toujours l'âme des hommes? Il se dressa avec un petit choc au cœur. Là-bas, dans l'échancrure du monde des ombres, 3 grands planeurs blancs venaient d'apparaître.